Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le soulagement à Bagdad. Après la fin des raids, Saddam Hussein à la télévision salue la victoire irakienne. L'heure est au bilan. Les États-Unis et la Grande-Bretagne parlent d'une mission réussie mais mettent en garde Saddam Hussein. Aux États-Unis, l'opinion publique continue de soutenir Bill Clinton. Après le vote de la Chambre des représentants, selon les derniers sondages, une majorité d'Américains ne veulent pas la démission de leur président. Les jouets de Noël sous la surveillance d'équipes spécialisées pour une meilleure sécurité. Ils travaillent toute l'année pour vérifier que les jouets des enfants soient conformes. Théâtre Le Bel Air de Londres avec Robert Hirsch à la Porte Saint-Martin ou Les Vanités, le ridicule d'un vieil aristocrate anglais merveilleusement interprété par Robert Hirsch que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Je vous propose d'ouvrir ce journal avec d'abord les réactions à Bagdad. Après 4 nuits de bombardements consécutifs partagés entre le soulagement et la fierté d'avoir défié les États-Unis, la population emmenée par les déclarations victorieuses de Saddam Hussein a célébré la fin des raids sur l'Irak. Philippe Rochaud, Jean-François Renaud. Voilà 4 jours qu'ils dormaient aux abris, mais à 2 heures du matin, ils ont appris par la radio l'arrêt des bombardements sur Bagdad et sur l'Irak. Ils finiront la nuit à la maison. Bien sûr, c'est le soulagement qui l'emporte parmi les habitants de Bagdad, mais ils redoutent que cela ne soit qu'une trêve. Je suis heureuse car Dieu est avec la justice et les injustes ont perdu. Dehors, c'est la joie. Les hommes de la défense civile crient victoire. L'Irak n'a pas plié. Nous te louons, Saddam. Dans la communauté chrétienne de Bagdad, la joie était moins voyante, mais tout aussi sincère. Les 800 000 chrétiens d'Irak ne sont pas opposés à Saddam Hussein, car il a l'habitude de réprimer la montée des islamistes qui menacent la chrétienté. Mais si ces chrétiens sont ouverts à l'Occident, ils n'en condamnent pas moins les bombardements américains. Monseigneur Mati Matoka, archevêque syriaque de Bagdad, à la tête d'une communauté de 50 000 fidèles, fait partie des plus virulents. Les gens veulent vivre cette vie normale comme tous les peuples. Pourquoi toute cette agression jusqu'à quand ça dure, n'est-ce pas, cet embargo? On veut que ça soit élevé le plus vite possible. Ce n'est pas humain. On désire qu'on nous traite comme les autres, qu'il n'y ait pas de mesures, n'est-ce pas? Pour les musulmans, l'arrêt des bombardements laisse espérer un ramadan en paix. Ils se pressaient ce matin dans les mosquées des quartiers populaires de Bagdad pour la prière de l'aube. Cet homme estime pourtant que les Américains n'ont pas fini de bombarder l'Irak. Ils n'arrêteront, dit-il, que lorsqu'ils auront été obligés de lever l'embargo sur l'Irak. Un embargo qui va se faire sentir de façon plus vive par la population irakienne, l'infrastructure économique ayant été de nouveau en partie détruite par cette vague de bombardements. Dans une intervention télévisée, Saddam Hussein cet après-midi a salué la victoire irakienne, rendant hommage à la résistance de ses troupes de part et d'autre. La fin des frappes aériennes est saluée et commentée. Les États-Unis et la Grande-Bretagne tirent les leçons de ces 4 jours de bombardement avec une nouvelle mise en garde envers l'Irak. François Cornet. On Wednesday, I ordered our armed forces to strike military and strategic targets in Iraq. They were joined by British forces. That operation is now complete in accordance with our 70-hour plan. Saddam is back down. Dès l'annonce de Bill Clinton, on interprétait la nuit dernière les choses différemment à Bagdad, malgré les dévastations. Le grand vainqueur du renard du désert, c'est bien sûr Saddam Hussein. Un président irakien triomphant qui a rendu hommage aujourd'hui à la résistance de son armée, de son peuple. Dieu vous a récompensé et a accroché à vos cœurs la couronne de la victoire. Vive les Arabes et honte aux traîtres. Après 4 nuits de bombardement sur Bagdad et le territoire irakien, Washington et Londres ont annoncé que les cibles stratégiques de cette action de représailles avaient été atteintes. Plus d'une centaine de sites auraient été touchés, selon le Pentagone, par les frappes aériennes et les tirs de missiles Tomahawk. Le général Shelton, chef d'état-major américain, a précisé que 325 missiles de croisière avaient été tirés en 72 heures par la Navy et 90 par les B-52, soit 415 Tomahawk au total, à plus de 6,5 millions de francs l'unité, pour détruire, selon Washington, le programme d'armes de destruction massive de Saddam Hussein et sa capacité à attaquer ses voisins. Car les inspecteurs des Nations Unies, comme l'a reconfirmé aujourd'hui à Londres Tony Blair, ne pouvaient y parvenir en raison, je cite,
de l'obstruction des Irakiens. Soutenu par une communauté arabe, en Jordanie violemment hostile à l'action unilatérale américano-britannique comme en Égypte, Libye, Syrie, au Maroc, l'Irak, inflexible, a annoncé qu'elle mettait un terme définitif à sa coopération avec l'UNSCOM. Londres et Washington ont lancé une mise en garde à Saddam Hussein et se déclarent, je cite, prêts à frapper à nouveau. L'annonce de l'arrêt des frappes aériennes est donc parvenue au commandement des forces américaines au cours de la nuit dernière. Anne Ponsinet et Christian Houtin se trouvaient alors à bord du porte-avions Enterprise, le récit de cette dernière soirée de combat. Les ombres s'allongent sur le pont, c'est l'heure de la marche. Tous ceux qui pendant la journée ont travaillé sur les avions vérifient que plus aucun objet ne traîne sur la piste. C'est l'heure aussi où les pilotes entrent en scène, s'habillent et se préparent avec un matériel encore plus sophistiqué que pendant la guerre du Golfe. Ce sont des lunettes de vision nocturne. Elles transforment la simple lueur d'une étoile en lumière du jour. L'utilisation de ces lunettes et celle des bombes guidées était moins systématique il y a 7 ans. Greg Fenton a finalement décollé dans une des 2 premières vagues de bombardiers hier. Il a touché sa cible. La 3e vague a été annulée. Entre-temps, l'état-major avait décidé l'arrêt de l'opération Desert Fox. Cet autre pilote, Eric Ramsussen, est donc resté à bord. Lui était là en 91. À l'époque, il y avait parfois beaucoup de résistance en face, avec l'utilisation de missiles sol-air. Cette fois, c'est un peu différent. Le danger vient surtout des tirs d'artillerie. En fait, il y a très peu de missiles face à nous. De toute façon, le problème n'est plus tant militaire aujourd'hui. Les ailes des avions de l'USS Enterprise sont restées pliées ce dimanche. L'issue du conflit est à trouver ailleurs, à terre, à Bahreïn par exemple, où sont installés les membres de l'UNSCOM depuis leur départ de Bagdad. Dans leur hôtel, ils refusent de rencontrer la presse et adoptent un profil bas. Les frappes de ces derniers jours empêchent évidemment l'UNSCOM de retourner à Bagdad. Reste à savoir maintenant si la mission de cette agence sera reprise par d'autres experts et lesquels. En direct de Bagdad, Philippe Rochaud, l'heure est désormais au bilan. A-t-on ce soir une idée précise des cibles touchées par l'offensive américaine, autrement dit l'ampleur des dégâts et l'efficacité ou non de ces bombardements? Écoutez, Béatrice, vous comprendrez que je ne possède pas les rapports des résultats des bombardements américains. Toutefois, on sait que c'est surtout la garde républicaine, un petit peu le fer de lance de l'armée de Saddam Hussein, son protecteur aussi, qui a été touché beaucoup par les bombardements américains. Mais c'est quand même une armée qui a une capacité de se dissoudre dans la nature, et c'est ce qu'elle a fait. Donc les pertes sont considérées comme relativement limitées, mais une fois de plus, pas de chiffres. En revanche, les Irakiens avaient réussi aussi à retirer leurs lance-missiles quelques heures avant les bombardements, et là aussi ils nous disent qu'ils n'ont pas été tellement atteints. Sur le plan économique, beaucoup de dégâts tout de même, notamment dans le secteur pétrolier, puisque les Américains accusaient les Irakiens de ne pas respecter, de contourner l'embargo qui était décrété sur l'Irak. L'Irak se montre farouchement opposé au retour des inspecteurs de l'UNSCOM, que souhaite par ailleurs Tony Blair. Quelle structure les autorités irakiennes seraient-elles prêtes à accepter selon vos informations ? Écoutez, il y a ici un organisme qui fonctionne bien, c'est l'Agence de contrôle de l'énergie atomique qui est chargée de contrôler le programme nucléaire irakien. Et là, il n'y a pas d'histoire. Les inspecteurs qui font cela respectent tout à fait les autorités irakiennes et la coopération avec ces gens-là fonctionne bien, beaucoup mieux qu'avec ce qu'ils appellent le cow-boy de Richard Butler. Donc c'est peut-être sur ce schéma que les Irakiens et la communauté internationale seront appelés à travailler. En tout cas, le Conseil de sécurité devrait, dit-on ici, en discuter à partir de demain. Merci Philippe Rochaud. Et puis selon le représentant spécial des Nations Unies en Irak, le personnel humanitaire de l'ONU serait de retour à Bagdad d'ici mercredi et peut-être même avant. Les réactions se sont multipliées depuis la fin de l'offensive américaine. La communauté internationale reste divisée. Pour Boris Yeltsin, les frappes étaient illégales et insensées. En France maintenant, François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, dresse un bilan globalement négatif tant pour les États-Unis que pour l'ONU. Et puis à l'Elysée, la déclaration tôt ce matin de Jacques Chirac qui propose que la France joue un rôle positif dans la sortie de la crise. Voici les propos du chef de l'État. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase, une phase d'élaboration et de mise en œuvre d'une véritable sortie de la crise. Et la France y consacrera toute son énergie.
Pour nous, la solution des problèmes suppose que la relation entre l'Irak et les Nations Unies soit profondément revue. L'offensive américaine, à l'évidence, a causé bien d'autres dégâts que ceux provoqués par les seuls bombardements. Et c'est maintenant à la diplomatie de prendre le relais pour sortir de la crise, Philippe Harrouard. Oui, avant les frappes contre l'Irak, nombre de voix, dont celle de la France, se sont élevées pour dire que l'option militaire ne réglerait rien. Et le jour d'après, nous y sommes, la question reste entière, que faire ? Qui peut imaginer aujourd'hui que l'imprévisible Saddam Hussein, même affaibli militairement, ne soit plus un danger pour la communauté internationale et pour son peuple? Le contraindre à désarmer son pays, à ne pas construire en cachette des armes chimiques et bactériologiques n'est plus possible alors que le système de contrôle mis au point par l'ONU a volé en éclats. Les souffrances du peuple irakien se sont accrues et cela ne risque pas de s'arranger avec le maintien de l'embargo. L'ONU et son secrétaire général, Kofi Annan, ont été humiliés. Leur action est cependant capitale pour imposer à l'Irak une solution durable. Bill Clinton, chef de la seule puissance mondiale, a perdu son crédit auprès du monde arabe, engrangé pourtant après sa récente visite dans les territoires palestiniens. Et cette crise a mis en exergue la division de l'Europe. Alors que faire ? Il faut rebâtir un écheveau diplomatique pour atteindre le but fixé depuis la guerre du Golfe, empêcher Saddam Hussein de nuire et sortir l'Irak d'un isolement dangereux pour la région et pour le monde. Une tâche qui prendra des semaines et des semaines, en tout cas plus de temps que les 70 heures de l'opération Renard du désert. Merci Philippe Harrouard. À Washington, le sort politique de Bill Clinton est désormais entre les mains du Sénat. Le président américain accusé de parjure et d'obstruction à la justice devra affronter le deuxième procès en destitution de toute l'histoire des États-Unis. Philippe Gassot. À peine l'inculpation de Bill Clinton votée, les représentants démocrates en colère ont quitté le Congrès en claquant la porte. Ils se sont rendus à la Maison-Blanche, une façon de montrer que le vote n'est qu'une péripétie, que le président est soutenu et que le parti se prépare à d'autres combats. Nous devons en finir avec cette politique de destruction personnelle et retourner à la politique des valeurs. Dans le combat pour la reconquête, Hillary Clinton a pris sa part. Hier au Congrès, pour haranguer les démocrates, elle est aux côtés de son mari, au moins pour la photo. Rien ne doit être négligé dans la crainte du lancement d'une campagne républicaine qui pourrait appeler à la démission. Il ne le fera pas, le vice-président a été chargé de le rappeler. Quant à Bill Clinton, éprouvé, il montre à nouveau que l'important, ce sont les grands dossiers et rien d'autre. Je dois continuer le travail du peuple américain. Nous devons encore sauver la sécurité sociale et l'aide médicale pour le XXIe siècle. Il faut que l'on donne à nos enfants les meilleures écoles. La Maison-Blanche souhaite que la dernière étape de la destitution soit programmée rapidement afin que les 60% d'Américains qui soutiennent le président ne se lassent pas un jour prochain de celui par qui le scandale est arrivé. Bien qu'affaibli par le vote d'hier, Bill Clinton reste confiant. Ce sont les sénateurs qui vont le juger maintenant à la majorité des 2/3. Et cette fois, les républicains vont avoir beaucoup de mal à réunir les voix nécessaires. L'un des atouts majeurs de Bill Clinton depuis le début de l'affaire Lewinsky est sans conteste le soutien de l'opinion publique. Depuis le vote hier de la Chambre des représentants, apparemment une majorité d'Américains continue de faire confiance au président et se disent en majorité opposés à sa démission. Photo instantanée de ces réactions recueillies à New York par Dominique Derda et Édouard Perrin. Pour faire face à l'urgence de la situation, la Croix-Rouge américaine a mobilisé tous ses bénévoles. Il fait à peine 5 ou 6 degrés ce matin à New York. Et les secouristes craignent que dans les files d'attente devant les grands magasins, les clients ne prennent froid. Alors gratuitement, ils leur servent chocolat chaud et friandises. À 4 jours de Noël, l'Amérique se passionne plus pour la suite des aventures cinématographiques d'un petit cochon et d'une oie blanche que pour celle de leur président. Ils regardent, ils achètent des jouets, ils sont de bonne humeur, personne ne parle de la destitution ou de ce qui se passe à l'étranger. Malgré les gros titres sur 5 colonnes à la une, les vendeurs de journaux, eux, ne font pas recette. Non, j'ai rien vendu. Ça fait 15-20 minutes que je suis là. Et vous n'en avez pas vendu un seul? Non.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est plutôt de la lassitude ou de la résignation. Les partisans de Bill Clinton, tout comme ses adversaires, se sont depuis longtemps forgé une opinion. Le sexe n'a rien à voir avec cette destitution. Il doit partir parce qu'il a menti sous serment. Il y a longtemps qu'il aurait dû démissionner. S'il n'est pas destitué pour parjure, cela signifiera que notre système juridique ne sert plus à rien. Les républicains, malheureusement, parviendront peut-être à le chasser de la Maison-Blanche, mais on devrait plutôt s'occuper de choses plus importantes comme l'Irak et tout le reste. Moi, je ne veux pas savoir avec qui il couche. C'était pas avec moi, en tout cas. Selon les derniers sondages publiés au lendemain du vote à la Chambre des représentants, plus de 60% des Américains souhaitent que Bill Clinton conserve les rênes du pouvoir. Ceux qui réclament sa démission sont même moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient la semaine passée. L'un des plus célèbres dissidents chinois a été expulsé vers les États-Unis. Liu Nianchun était emprisonné depuis 3 ans et demi pour avoir demandé par pétition la liberté syndicale. Son état de santé préoccupant est sans doute à l'origine de cette libération. Il s'agit donc de raisons médicales et non d'un changement de l'attitude des autorités chinoises qui poursuivent devant la justice cette semaine-ci précisément plusieurs contestataires du régime. En France, pour ces premiers jours de vacances, le mauvais temps un peu partout, la tempête qui a soufflé la nuit dernière en Bretagne, amène le préfet du Finistère à demander la reconnaissance de catastrophe naturelle. 15 000 foyers privés d'électricité dans le nord du département. Les pompiers ont multiplié les sorties alors que le vent dépassait largement les 100 km/h. Olivier Sioux et Christophe de Valambra. Le petit port de l'Octudie, pourtant bien abrité, n'avait jamais connu pareille tempête. Un violent coup de vent cette nuit qui a tout emporté sur son passage, endommageant à des degrés divers une trentaine de bateaux, pour la plupart des bateaux de pêche. 3 d'entre eux ont purement et simplement coulé et les pontons ont également subi d'importants dégâts. Dès le début de la matinée, les experts des compagnies d'assurance sont venus sur place faire les premiers constats. Le préfet du Finistère a annoncé son intention de faire reconnaître dès demain l'état de catastrophe naturelle. Non loin de là, à la Pointe du Raz, les vents cette nuit atteignaient 170 km/h en rafale. Dans le nord du département, c'est l'intérieur des terres qui a été le plus touché toute la nuit. Les pompiers ont multiplié les interventions pour des arbres arrachés et des toitures envolées. Ce matin, EDF a pris le relais pour venir en aide à 15 000 foyers privés d'électricité. La tempête s'éloigne maintenant vers le golfe de Gascogne où ce soir 2 chalutiers sont à la dérive. Leurs équipages ont pu être élitreillés et plusieurs autres bateaux tentent en ce moment même de ramener l'un des 2 navires vers La Rochelle, son port d'attache. À Paris, au Trocadéro, plus d'une centaine de médecins libéraux répondant à l'appel de plusieurs syndicats se sont réunis pour montrer leur hostilité aux objectifs du gouvernement qui, disent-ils, a décidé de rationner les soins. Cette manifestation fait suite aux décisions du Conseil constitutionnel d'annuler les sanctions collectives pour dépassement, une mesure qui satisfait les médecins mais qui ne leur semble pas suffisante. Près de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, des incidents la nuit dernière. À l'origine, la libération sous caution d'un pharmacien de la ville qui aurait tué un jeune cambrioleur. Le récit de Virginie Fichet et Patrick Schumacher. L'auto-école et le fleuriste étaient les seuls à ne pas posséder de rideau de fer. Vers 2 h du matin, un petit groupe les a pris pour cible à coups de pierre et de cocktails Molotov. Ce matin, 3 jeunes ont été interpellés pour vérification. Les commerçants, eux, sont choqués, mais ne baissent pas les bras. Il y avait tout le stock de Noël qui est prêt, il y a tout qui était prêt à être vendu, à partir et tout ça balayé en 2 heures, enfin même pas, 5 minutes. Mais on va s'en sortir, on va y arriver, il faut de toute façon. Dans la cité, un véhicule et quelques poubelles ont également été incendiés. La série avait débuté par l'incendie d'une pharmacie dans une commune voisine. Il y a 1 mois, le pharmacien avait tué un jeune cambrioleur. Jeudi soir, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Cette libération serait à l'origine des incidents de la nuit dernière. Cet après-midi, des jeunes du quartier et quelques habitants de Longwy ont défilé en souvenir de la victime et surtout pour condamner la libération du pharmacien contre une caution de 200 000 francs. On est là pour dénoncer cette justice qui permet que sous caution on puisse être libéré et qui a l'air de dire que la mort de Belaïd ne compte pas. En fin de parcours, le cortège a été reçu par le député-maire de Longwy. Les manifestants ont pu parler de leur colère avant de se disperser dans le calme.
Le début des fêtes du Ramadan en France, qui concerne la communauté musulmane, soit près de 4 millions de personnes, avec l'exemple de cette famille de Valoris qui a partagé après une journée de jeûne son premier repas. Reportage Olivier Théron, Diane Richard. Il est 17 h, le moment où le soleil commence à disparaître. Pour certains, il fait juste un peu plus sombre. Pour d'autres, pour tous les musulmans du monde, c'est le temps du Mahloub. Après une journée de jeûne, chez les Ayashi, c'est la possibilité enfin de manger. Le Ramadan, c'est l'un des piliers de l'islam, un mois pour mettre à l'épreuve sa foi. On peut s'imaginer que les gens, quand ils ne mangent pas, ils vivent des choses incroyables. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, nous, on va le vivre. Au fur et à mesure qu'à notre estomac va rétrécir petit à petit. Et quand on va boire un verre d'eau, on va sentir le sens de l'eau, on va sentir sa valeur, toutes ces richesses. Mais ça, c'est au fur et à mesure. Donc c'est un peu ça la finalité. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas pouvoir jouir de choses qu'on jouit toute l'année, c'est quand même une difficulté qui fait qu'après on peut comprendre que la personne qui n'a rien, on se doit de lui donner parce qu'elle souffre. C'est une religion de partage. C'est Madame Ayashi qui pourvoit à l'intendance. Pendant le Ramadan, la famille se ressoude, se retrouve avec un point commun, un solide appétit. Le pain arabe, préparer le shorba, préparer les salades, le brick, on prépare tout, quoi, pour manger. Il faut à 5 h, il faut tout se prêt sur la table. Concilier le jeûne purificateur et la société occidentale, ça n'est pas facile et c'est l'épreuve de chacun. À l'époque, quand tu travaillais, et que tu savais que tu ne pouvais pas arrêter ton travail, je vois pas dans ta tête, tu faisais quoi? Il faut la force? Eh oui, j'ai la force, parce que je mange la nuit. Tous les soirs, après le repas, les musulmans vont trouver la force de tenir dans la prière. Au petit matin, le jeûne reprendra. Après l'ouragan qui a dévasté il y a plus d'un mois l'Amérique centrale, les populations sinistrées tentent de survivre et des milliers d'enfants se préparent à célébrer Noël dans ce pays très catholique. 15 000 peluches, des nounours collectés à travers le monde par des associations caritatives vont être distribuées aux enfants, comme vous le voyez sur ces images. En France, les derniers achats pour ces fêtes de Noël avec ces brigades spécialisées qui ont en charge la sécurité des jouets. Ces équipes travaillent toute l'année, et particulièrement en ce moment. Malgré le label de conformité, des jouets potentiellement dangereux passent à travers les mailles du filet. Dominique Barouche et Jean-Yves Blanc. Quand on joue avec le feu, voici ce qui arrive. Le problème, c'est qu'un jouet ne devrait jamais brûler. Sinon, gare à l'incendie. Le risque évident, c'est que l'enfant soit près de la poupée si elle prend feu, et que le feu se propage à ses vêtements, ou à ses habits, ou à ses cheveux, et donc l'enfant prenne feu par la suite. Voilà le genre d'accident que traque la direction de la répression des fraudes. Car des jouets dangereux, ce laboratoire en a des coffres pleins. Et voici le musée des horreurs. Bon, je vais vous montrer quelques catastrophes survenues aux jouets. Le nounours qui a brûlé. Ce jouet avec des aspérités coupantes. Dans ce laboratoire, un jouet sur 20 se révèle dangereux. Sanction, retrait de vente. Les fabricants risquent jusqu'à 250 000 francs d'amende et 2 ans de prison. Pour ces inspecteurs, c'est toute l'année Noël. Parmi les joujoux suspects aujourd'hui, les anneaux de dentition. Ils contiennent un plastique mou soupçonné donner le cancer. Quant aux poussettes des poupées, danger. Elles risquent de pincer et couper les doigts des petites filles. On va faire un prélèvement. Oui. À jeu nouveau, danger nouveau. Avec les consoles vidéo, le risque, c'est de déclencher une crise d'épilepsie chez certains enfants. Crise mortelle d'un jeune Anglais il y a 5 ans, 700 Japonais à l'hôpital l'an dernier. Aujourd'hui, la panique est calmée par une étude médicale. Seuls sont concernés les enfants prédisposés à l'épilepsie. Et toutes les images ne sont pas responsables. Les fauteurs de troubles, ce sont ces effets stroboscopiques ou certains contrastes violents. Là, nous avons vu avec cette contraste, avec le monsieur qui sort du char et la neige qui est extrêmement lumineuse, nous avons eu également là des décharges sur l'électroencéphalogramme. Pour plus de sécurité, un décret impose aux fabricants d'avertir le consommateur. Ça l'informe des dangers que peuvent présenter ces jeux et partant d'être à l'abri d'un éventuel problème de santé.
Sur l'emballage, la mention prévient l'acheteur de l'existence d'un risque. À charge pour lui de trouver la notice et de lire les petits caractères. Au total, de simples contrôles au hasard ont permis de relever plus de 700 infractions l'an dernier. C'est encore trop quand il s'agit de la sécurité des enfants. Les microprocesseurs les plus intelligentes, les petits prodiges de la technologie, un marché en pleine expansion et autant d'idées de cadeaux dans ce secteur qui concerne aussi bien les enfants que les adultes. Romuald de Benan, Philippe Jasselin. J'ai 2 antennes là. Donne-les-moi s'il te plaît. Pour ce jeu, il faut des antennes relais, un CD-ROM et donc un ordinateur. Et pourtant, au départ, il s'agit de l'un des plus anciens jouets, le Lego, créé en 1958, de petites briques de plastique colorées permettant toutes les constructions. Mais cette année, le fabricant a joué le Père Noël technologique. Le changement, le voici. Cybermaster, une brique plus grosse que les autres car elle contient un microprocesseur. Après avoir assemblé toutes les pièces de Brutor le robot ou d'un camion, le jeu peut commencer. Jeu en réel, mais en même temps en virtuel. Grâce à la puce, le jouet manipulé par les enfants reçoit des ordres et dialogue avec l'ordinateur. L'enfant va jouer avec ce robot dans sa propre chambre. Et les mamans qui voient leur enfant river à leur écran d'ordinateur sont peut-être contentes aussi de le voir un petit peu plus dans la réalité qu'aujourd'hui. Des puces électroniques présentes partout, comme ici dans ces berceuses. Les mélodies sont programmées à distance par télécommande, sans risque de réveiller le poupon. Des puces toujours plus intelligentes qui permettent, même aux peluches, un semblant de dialogue. Approche-toi, plus près. Atchou, atchou, désolé. Pour les plus grands, Noël 98 sera avant tout numérique. En tête des ventes, cette année, les appareils photo numériques ou encore les agendas électroniques à tablette tactile. S'ajoutent 2 nouveaux venus. Les graveurs de CD hi-fi pour réaliser vous-même vos propres compilations. Prix du CD enregistrable 30 francs, droit d'auteur compris. Enfin, les mini-disques baladeurs lancés il y a 5 ans, mais dont les ventes décollent seulement en cette fin d'année. Là, on est en présence de tout un tas de choses qui trouvent leur public et qui le trouvent très vite. Probablement parce que les produits servent réellement à quelque chose, qui ne sont pas des élucubrations d'ingénieurs, mais des vrais produits répondant à des besoins, rendant des vrais services. Et une telle concentration, on ne l'a pratiquement jamais eu avant. Les Pères Noël à petit budget pourront aussi offrir un cadeau technologique pour moins de 70 francs, ce yo-yo doté de l'option roue libre pour réaliser, et ça reste à prouver, des figures inédites. Après la chute spectaculaire de Jean-Luc Crétier et une bonne nuit de repos, le champion olympique n'est plus tout à fait sûr de vouloir abandonner sa carrière. Le skieur qui a retrouvé le moral décidera au printemps s'il reprend la compétition. Benoît Gadret, Thierry Simonet. C'est dans une ambulance italienne que le champion olympique est rentré chez lui, à Bourg-Saint-Maurice, après 7 heures de route. Très attendu par sa femme et ses proches, Jean-Luc Crétier semble avoir retrouvé le moral. Ciao tout le monde. Le skieur souffre d'une fracture à la main et surtout d'un déchirement du ligament croisé du genou gauche qui nécessitera 6 mois de rééducation. 24 heures après la course, il revient sur sa chute. J'ai eu un déséquilibre et je dirais que j'ai tout mon poids de corps qui est tombé sur une seule jambe. Et vu la hauteur où j'étais, le genou n'a pas supporté. J'ai fini, je dirais, ma course en roulé-boulé dans une pente en dessous. Je dirais, j'avais disparu du regard de tout le monde. Et j'ai fini entre une grosse souche et un caillou. Aucun filet de protection n'était installé à cet endroit, malgré les demandes réitérées des compétiteurs. On nous avait garanti qu'on mettrait un filet et ben, le premier jour de course, je me suis déjà rendu compte qu'il n'y avait pas de filet. Le deuxième jour de course non plus. Et ben, je dirais pour mon malheur, et ben, c'est à cet endroit-là que je suis sorti. Et c'est vrai que j'ai eu très peur. Et cette peur-là, en général, j'avais dit que le jour où je commencerais à me faire peur en descente, j'arrêterais. Et je pense que là, la peur que j'ai eue hier, elle va rester gravée quand même. Dès demain, Jean-Luc consultera un médecin spécialiste. Est-ce la fin de sa carrière ? À 32 ans, le champion semble avoir pris sa décision. En descente, on sait qu'à l'heure actuelle, si vous n'êtes pas à 100 ou 110% au départ, c'est pas la peine de vous aligner, vous prenez des risques. J'ai 5 podiums, j'ai 7 titres nationaux, j'ai une médaille d'or olympique. Bon, je pense qu'il est peut-être temps de tourner la page.
Théâtre avec le plaisir de retrouver sur scène l'un des plus grands comédiens français, Robert Hirsch, que j'ai le plaisir de recevoir. Nous parlerons ensemble dans un instant. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Le Bel Air de Londres, une pièce anglaise adaptée par Jean-Marie Bessette. Les mésaventures d'un vieil aristocrate anglais, autant de variations sur les travers de la nature humaine, le ridicule de la vanité et les déboires de l'âge. Françoise Roy et Franz Vaillant. Ma jeunesse vous étonne? Quand je sors à peine de mes jeux d'écolier? Souplesse du genou, effervescence de l'âme, admirez la posture, aidez-moi. Et Robert Hirsch est de retour. Les comédies de situation, il adore. Le Bel Air de Londres lui va bien. Le ridicule de la vanité, les déboires de l'âge, l'obsession de la mode, les oppositions chères à Molière, jeune-vieux, ville-campagne, amour-argent, amusent toujours ce clown de génie et fascine ses partenaires. Dites-moi, en venant là, qu'avez-vous pensé de mon parc? Tu donnes tellement de lui qu'on a l'impression en face de ne pas avoir grand-chose à faire. C'est-à-dire que il hypnotise un peu. Il a un regard qui moi, m'hypnotise. C'est-à-dire qu'il pourrait se passer n'importe quoi dans le théâtre. Les gens pourraient sortir, le décor pourrait tomber. Je crois que je pourrais continuer à jouer. Je sais pas si vous l'avez lu. Ce diable d'acteur a tout joué avec talent, de la comédie française au boulevard, en passant par Feydeau et Beckett. Un homme de mesure et de démesure qui a suscité bien des carrières. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Je l'ai vu jouer, j'avais 17 ou 18 ans, dans le bureau. Et il est un peu à l'origine de ma vocation théâtrale. Bah, allez à lui, ma fille. Permettez-moi de rendre hommage à des charmes dont le rayonnement me fait entrevoir quelque chose du paradis. Une fois de plus, Robert Hirsch est entré dans le personnage, celui d'un vieil aristocrate anglais, un peu ridicule. Il nous amuse avec les travers humains et retrouve ce qu'il aime par-dessus tout, faire rire. Robert Hirsch, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir, sinon un privilège de vous recevoir. Un plaisir. Je voudrais, en tout cas un plaisir pour moi, et pour tous les téléspectateurs, je voudrais revenir sur ce que dit une de vos partenaires. Elle dit qu'elle est hypnotisée par votre présence, votre énergie en scène. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand vous entrez en scène, vous êtes en fusion, le plaisir de tout donner sans complexe et sans retenue. C'est ça votre idée du théâtre? Oui, je pense que puisqu'on doit faire partager quelque chose, on doit partager avec le public, et il ne faut pas lui donner un petit bout, il faut tout donner pour que ça puisse être équilibré. Mais je suis très touché par ce qu'a dit Marina, parce que Marina Hans, c'est toute une histoire. Si j'ai juste 2 minutes, parce que j'ai connu, c'est ce que je lui ai dit, je l'ai connue, elle n'était pas encore née, parce que son papa, Terry Hans, avait mis en scène en 72 Richard III, et c'est là qu'il a rencontré Ludmilla Michael, sa maman. Voilà. Alors dans Richard III, je séduisais Ludmilla Michael, et là, j'essaie de séduire la fille. Alors moi je dois vous dire que je vous dois mes premières émotions au théâtre, parce que je vous ai vu dans un fil à la patte. Depuis, eh bien, votre carrière, évidemment, s'est poursuivie. Vous êtes glissé dans tous les personnages, Feydeau, Shakespeare, vous le disiez, Courteline, Molière, Dostoïevski. On a l'impression d'ailleurs que vous jouez toujours avec bonheur. L'idée du comédien est une idée joyeuse, instinctive, et l'analyse vient après. C'est un petit peu comme ça que vous pensez les choses. Oui, absolument. L'instinct avant tout. Vous voyez, je veux dire que les auteurs que vous avez cités, en effet, bon, ce sont des auteurs auxquels je n'aurais pas pensé. Je veux dire, certains, Dostoïevski, quand tout d'un coup on m'a proposé aux Français de jouer Raskolnikov, j'ai été un peu secoué. Je me suis dit, mais... et puis, c'était trop beau, le gant à relever bah oui, je vais jouer. Mais... je veux dire, c'est avec la même, la même passion que le fil à la patte, Bousin, pour moi, n'est pas éloigné de Richard III. On a le sentiment qu'on est toujours venu vous chercher. Ça veut dire que les autres ont toujours choisi pour vous votre carrière? C'est exactement ça. C'est toujours ce que j'ai voulu.
ça s'est fait, être choisi plutôt que moi choisir un rôle, tout ça, où je peux me tromper. J'aime beaucoup mieux avoir la surprise de tout d'un coup quelqu'un qui me dit tiens, ça ne vous plairait pas de jouer vous voyez, ça a été comme ça pendant... Je vois pas pourquoi je changerais de méthode. Non, elle vous réussit très bien. Et là, ça s'est passé avec Jean-Marie Besset. Alors, il y a eu des rumeurs à un moment, on a dit, mais non, Robert Hirsch arrête le théâtre, il se retire. C'est évidemment faux, d'après Bien sûr, non, il y a des rumeurs, vous savez, il y a la vie aussi, alors il y a des accidents dans la vie, tout n'est pas toujours tout plat et uni et très joli. Bon, alors il y a eu tout d'un coup, en effet, j'ai été 3 ans tout d'un coup sans jouer. Et puis après, depuis Godot, ça faisait quand même 2 ans, donc ce sont des grandes pauses. C'est un besoin vital pour vous, le théâtre? Je vais vous dire, si je ne joue pas, je vieillis. Je me sens vieillir. Vous voyez? Je sens que je ne sers à rien. Un acteur, pour moi, un acteur qui ne joue pas, il n'y a rien de plus inutile. C'est rien. C'est des guignols de l'info. S'il n'y a pas les mains dedans, ça pouffe. Ça. Donc, c'est en effet vital. On le voit et ça vous donne une formidable jeunesse et une formidable fraîcheur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui vient? Encore beaucoup de pièces? Que la pièce marche, en tout cas. Celle-là, qu'elle dure longtemps, qu'on en reparle l'année prochaine. Je l'espère. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, le Bel Air de Londres au théâtre de la Porte Saint-Martin. Avant de terminer ce journal, la traditionnelle image du Père Noël qui a quitté les grands froids de Laponie. Sur son traîneau tiré par plusieurs reines, le Père Noël s'apprête donc à remplir sa mission. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Le soulagement à Bagdad. Après la fin des raids, Saddam Hussein à la télévision salue la victoire irakienne. L'heure est au bilan. Les États-Unis et la Grande-Bretagne parlent d'une mission réussie, mais mettent en garde Saddam Hussein. Aux États-Unis, l'opinion publique continue de soutenir Bill Clinton après le vote de la Chambre des représentants. Selon les derniers sondages, une majorité d'Américains ne veulent pas la démission de leur président. Dans un instant, la météo de Isabelle Martinet, 20h50 les Chouans. Demain à 7h50, Marie-Pierre Farkas recevra Nicole Bacharan qui est petite politologue. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.